Le thème est donc l'histoire des cosmologies. Alors, ça remonte à très longtemps, et en fait, c'est une partie de l'histoire de l'humanité. Donc, on peut dire que dans la nuit des temps, les peuples ont regardé le ciel et les étoiles. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Et ils ont situé leur Dieu, et ils ont cru pouvoir y déchiffrer leur avenir. Alors, dans le peu de temps dont nous disposons, il n'est évidemment pas possible de traiter de sujet de façon exhaustive. Nous nous limiterons donc à l'hémisphère, c'est-à-dire pour la totalité du globe. Donc, nous nous limiterons donc à l'hémisphère nord. L'hémisphère nord est essentiellement l'Eurasie et les pourcours de la Méditerranée. Alors pourquoi? Parce que vous soyez en Afghanistan, ou que vous soyez en Bretagne, ou que vous soyez sur les pourtours de la Méditerranée, y compris dans le Sahara, vous pouvez observer le même ciel, enfin, qui s'agrandit quand vous allez vers le sud, ou que vous allez vers l'est, ou quand vous allez au-dessus de l'Atlantique. Et donc, c'est le choix que nous avons fait. Nous ne parlerons pas de l'astronomie chinoise. Ça aurait été intéressant, mais il aurait fallu, ça aurait été beaucoup plus de travail, et il aurait fallu plusieurs séances, ni de certains regards sur le ciel qui viennent d'autres peuples, par exemple l'Amérique du Sud ou l'Extrême-Orient. Pour les raisons que je viens d'évoquer. Je vais citer, entre autres, l'Atlas historique édité par le magazine L'Histoire, dont sont issues la majorité des illustrations. L'Histoire et également le Sciences et Avenir. Alors donc, on se référera notamment au très volumineux Atlas du ciel, qui comporte énormément d'informations, qui a été édité à la fin de l'année dernière et qui est donc extrêmement moderne dans toutes les informations qu'il recèle, notamment au niveau des dernières découvertes astronomiques. On se référera, parce que c'est central par rapport à notre exposé, eh bien on se référera à l'ouvrage de Thomas Kuhn, qui s'appelle La Révolution copernicienne, qui est moins connue, mais qui est l'œuvre d'un astronome et d'un historien très réputés sur la question. Alors, dans les années récentes, nos références seront des revues scientifiques. La revue La Recherche, la revue pour la science, la revue Sciences et Avenir, et puis de manière plus épisodique, la revue Astronomie, qui est souvent peu connue. Bon, alors nous sommes ce qu'on appelait à l'époque de Montaigne des honnêtes hommes, c'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes et on ne sait pas grand-chose sur de nombreux sujets. C'est peut-être aussi ça qui fait l'intérêt du Club Histoire, parce que ça nous oblige à travailler. Le schéma qui vous a été distribué, je le rappelle, c'est, après cette introduction, la naissance de l'astronomie occidentale. Ce qu'on entend par astronomie occidentale, c'est la Mésopotamie et l'astronomie grecque. Après, il y aura tout un passage assez long sur le Moyen-Âge, et puis les 16e et 17e siècles, avec le Soleil au centre, et la révolution de Copernic, dite révolution copernicienne, qui viendra au milieu. Au XVIIe et au XIXe siècle, le thème sera l'exploitation de toutes les découvertes techniques qui auront suivi Galilée, puisque c'est l'un des inventeurs de la lunette, et donc comment le ciel s'est rempli de connaissances à partir des progrès techniques. Au XXe siècle, on assiste à ce moment-là, dans tous les domaines, à l'émergence d'une nouvelle physique,
c'est la théorie de la relativité, et ça a des implications très fortes sur ce qu'est l'univers, avec donc le nouveau paradigme qui se développe. Je passe la parole à Monique, qui va traiter de la naissance de l'astronomie occidentale. Alors occidentale, je le répète, c'est au sens de la Mésopotamie et des Grecs. Bien, alors, je précise d'abord que l'expression honnête homme n'ayant pas de féminin, je ne suis pas une honnête femme, ça avait tout à fait un autre sens. Bien néanmoins, je vais donc vous parler de la Mésopotamie. Alors, pendant 2 millénaires, en Mésopotamie, s'est construite une science astrologique. Alors, vous allez me dire que la jonction de ces deux termes est un peu étonnante. Alors, pourquoi on peut dire ça? Parce que on peut dire science, car les observations des Mésopotamiens ont été enregistrées sur des tablettes d'argile et on dispose depuis des millénaires donc des enregistrements systématiques qui retracent ces observations. Alors pourquoi astrologique? Eh bien parce que en fait il ne s'était pas dit je vais faire un bouquin sur l'astronomie, hein. Donc en fait ces observations étaient destinées à faire des prédictions à l'usage des gouvernants. Alors, donc, les Babyloniens se sont intéressés à beaucoup de choses, au mouvement du soleil, ils ont noté les heures, les positions des levées et des couchers de soleil, la hauteur sur l'horizon à chaque moment du jour. Et ils ont remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que le point où se couche le soleil revient au même endroit au bout de 365 jours. Donc, ça trace une ligne virtuelle, hein, imaginaire, qu'on a appelée l'écliptique. Donc, vous la voyez sur le schéma. Et alors, des deux côtés alors on ne la voit pas bien, mais des deux côtés de cette ligne imaginaire, il y a une bande qui fait 8 degrés et qui traverse les constellations que vous voyez, les Gémeaux, le Crabe, etc. Bon, donc c'est la bande qui s'appelle le zodiaque, et ce sont les Mésopotamiens qui ont inventé le zodiaque. Donc évidemment, à leur époque, on les appelait pas comme ça, mais ils avaient déjà dénommé ces constellations. Les Babyloniens se sont beaucoup intéressés à la Lune, c'était une grande déesse chez eux, et ils ont observé ces changements, ces phases, ces éclipses. Et dès le 3e millénaire avant notre ère, ils ont défini ce qu'était la semaine et le mois. Alors la semaine, donc vous voyez qu'ils ont défini la semaine avant qu'on sache que Dieu s'était reposé le 7e jour. Bon, chaque mois commençait avec l'apparition du croissant de la nouvelle lune, et le mois était divisé en 4 périodes qui commençaient le 7e, le 14e, le 21e jour, etc. Alors il y avait un petit problème, c'est que les nouvelles lunes reviennent à peu près tous les 30 jours, mais seulement à peu près. Et même 30 jours multipliés par 12, si vous faites la multiplication, ça n'a jamais fait 365. Donc au bout d'un certain temps, on se retrouve avec l'hiver au mois de juin. Bon, il y a un décalage dans les jours. Alors ils ont planché longtemps sur la question, mais ils vont quand même mettre quelques milliers d'années ou quelques centaines à résoudre le problème. Alors, ce qu'ont inventé les Babyloniens, c'est aussi le système à base 60, hein, puisque nos cercles sont toujours divisés en 360 degrés, et les degrés sont divisés en 60 minutes, les minutes en 60 secondes. Bon. Alors, à partir de 1500 avant notre ère,
ils ont amélioré leur technique en ce qui concerne le calendrier et ils ont réussi à faire une cartographie des étoiles. Dès 800 ans avant notre ère, ils sont capables d'établir une cartographie de leur mouvement. Alors, ils se sont aperçus que la plupart des étoiles, quand vous voyez le ciel la nuit, vous voyez, on a un globe qui tourne. Et donc, ils se sont aperçus que la plupart des étoiles sur la voûte céleste, raisonnablement, elles tournent toute l'année en ne changeant pas de position. Quand vous regardez la grande ours, au bout de la queue de la casserole, il y a l'étoile polaire. L'étoile polaire ne s'amuse pas à se balader à l'autre bout du ciel. Alors, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'ils ont constaté que certaines étoiles, au lieu de tourner sagement comme les autres, se promenaient et changent de place dans le ciel. Alors, on va les appeler planètes, ce qui vient d'un mot grec qui veut dire astrème. Alors, d'une façon générale, à l'époque, on connaît 5 planètes. Elles se déplacent vers l'est, comme tout un chacun. Mais, de temps en temps, Dieu seul sait pourquoi, elles se mettent à reculer. Alors l'est, c'est par là. Alors, pour moi, pour vous, c'est comme ça. Et de temps en temps, elles ont l'air de tourner de l'autre côté. Elles ont parfois un comportement bizarre. Par exemple, il y a une étoile qu'on voit tout de suite après le coucher du soleil. Vous la connaissez bien, l'étoile du Berger. Il y a certains soirs, on ne la voit pas. Et puis il y a certains jours, on ne la voit pas du tout. Et puis certains matins, il y a une étoile qui apparaît, on ne sait pas pourquoi. Donc tous ces problèmes, tous ces mouvements erratiques ont beaucoup donné de mal à entendre à tous les astronomes au fil des siècles, et elles ont beaucoup stimulé au fil des siècles les recherches d'astronomie. Si les Grecs utilisent les observations du ciel antérieures, dédiées par les anciens, le rapport fondamental consiste à tenter de les ordonner dans un modèle cohérent, une cosmologie qui rende compte de la forme de l'univers et de son fonctionnement. Alors les essais en ce sens ont été multiples, et il y a très peu de textes antérieurs au IVe siècle avant notre ère. Mais on peut en dater les premières esquisses. Alors, on évoquera donc à cette date les tentatives les plus notables. Cette époque commence avec Alexandre. Philippe et Alexandre, c'est-à-dire une extension des royaumes, des dominations grecques sur la Méditerranée. Et c'est important au niveau de l'observation, puisque non seulement les Grecs ont procédé à de très nombreuses observations dans un cadre qui était celui de leur connaissance et de leur science, la géométrie, mais en plus ils ont hérité des connaissances que vient d'évoquer Monique, à savoir les connaissances du monde hellénistique de l'autre côté de la Méditerranée. Le premier cosmologue de l'Antiquité très connu est Aristote. Il a vécu de moins 384 à moins 322. C'est-à-dire que non seulement il a vécu au temps d'Alexandre, mais qu'il l'a connu comme très jeune, puisqu'il a été un de ses éducateurs. Donc, on considère qu'Aristote est le plus grand cosmologue de l'Antiquité, et ses idées constituèrent le paradigme dominant, c'est-à-dire les pensées dominantes jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à Copernic. Et ça, c'est important, parce que des idées qui perdurent pendant si longtemps
effectivement, ne peuvent pas rester ce qu'elles étaient au départ et s'enrichissent ou se dévoient autrement. Il faut bien préciser qu'à l'époque, il n'y avait pas d'instrument d'observation déterminé avec des verres grossissants. Tout s'observait à l'œil nu. Si aujourd'hui, on va observer les étoiles sans télescope, sans lunettes, etc., sans jumelles, eh bien, c'est une situation qui nous permet de retrouver effectivement les conditions d'exploration du ciel telles qu'elles étaient pendant des millénaires. Alors, l'observation à l'œil nu, ça ce sont des événements considérables, mais qui ont connu également des difficultés et donc qui ont été source à la fois de découvertes et d'erreurs, et des erreurs qui ont pu se transmettre. Aristote reprend la conception de deux de ses prédécesseurs, Eudoxe et Platon, qui concevaient un univers, toujours vu à l'œil nu, à deux sphères. L'univers entier, tel qu'on le voit jusqu'à la sphère des étoiles, est contenu à l'intérieur de la sphère des étoiles, c'est-à-dire toutes les étoiles que nous pourrons toujours observer au-dessus de nous. Il est limité par sa surface et cet univers, rien n'existe à l'extérieur de l'univers. C'est-à-dire qu'au-delà des étoiles et de la sphère des étoiles, il n'y a rien. La sphère des étoiles est en rotation autour de l'axe des pôles célestes, comme chacun peut le constater chaque nuit. Les premières connaissances du ciel que l'on a, c'est l'observation d'un univers en rotation qui tourne autour du centre de la sphère et est limité par sa surface. Il n'y a rien donc à l'extérieur. La sphère des étoiles est en rotation autour de l'axe des pôles célestes, comme chacun peut le constater. Sur celle-ci, les étoiles sont fixes. Les étoiles les plus lointaines, elles sont fixes. Leurs positions relatives sont toujours identiques. Le centre de cet univers est occupé par la Terre, c'est-à-dire tout tourne autour de la Terre. C'est le géocentrisme. Donc cela explique parfaitement que quand on observe le ciel, eh bien on voit cet univers, mettons toutes les nuits, et qui tourne d'est en ouest. L'intérieur de l'univers est rempli par des coquilles, pour Aristote. L'intérieur de cet univers est rempli par des coquilles sphériques d'une certaine épaisseur, elles sont pleines, dans lesquelles circulent les planètes. Les coquilles de Saturne viennent immédiatement après la sphère des étoiles. Aristote, tout en haut. Aristote a en effet déduit l'ordre des planètes d'après le temps qu'elles mettent à parcourir l'écliptique, qui, on le rappelle, identifie le trajet du Soleil. Ces coquilles sont constituées d'éther, un solide cristallin, inaltérable, transparent et impondérable. La dernière coquille, qui est proche de la Terre, est occupée par la Lune. Toutes les coquilles sont emboîtées les unes dans les autres, la surface intérieure de l'une étant en contact avec la surface extérieure de l'autre. Il n'y a pas de vide entre les deux. La dernière coquille la plus proche de la Terre est occupée par la Lune. Donc, toutes les coquilles sont en rotation, mais un seul mouvement de rotation que l'on observe bien quand on regarde la nuit les étoiles. C'est un seul mouvement de rotation. Chaque coquille n'est pas indépendante.
Elles sont donc en rotation grâce à l'impulsion mécanique donnée par la sphère des étoiles. C'est la sphère des étoiles la plus lointaine qui impulse effectivement, mécaniquement, le mouvement d'ensemble que l'on observe. Alors, entre la Terre et la Lune, l'espace sublunaire est occupé par 4 éléments. Toujours Aristote qui parle. Ces 4 éléments, normalement, sont eux aussi organisés concentriquement, avec en bas la terre et l'eau. Et tout en haut, le feu qui a tendance à monter, puis l'air. Mais du fait du mouvement de la Lune, les éléments ne restent pas en place et ont tendance à se mélanger. Cette région est donc celle de la variété, du changement, de la corruption, de la naissance et de la mort, par opposition à la région céleste éternelle et inaltérable. L'univers d'Aristote, donc, est un univers plein. La nature étant censée avoir horreur du vide, comme on dira plus tard, le vide ne peut pas exister. Tout l'espace, jusqu'à la sphère des étoiles, est occupé de matière. Alors Aristote le démontre avec plusieurs expériences. Et l'univers d'Aristote est un univers qui est un univers fini. Un univers infini n'aurait pas de centre où l'élément lourd, qui est la Terre, pourrait s'agréger. La Terre est toujours au centre. Et la Terre pourrait ne pas être unique à ce moment-là. Quels sont les successeurs d'Aristote? Au IIIe siècle avant notre ère, grâce aux conquêtes d'Alexandre, l'héritage astronomique babylonien est transmis à la Grèce et toutes les connaissances du monde hellénistique, puisqu'il a conquis tout le monde hellénistique. Pendant 5 siècles, les savants grecs vont enrichir cette observation, toujours à l'œil nu, par l'observation, le calcul et l'application à l'astronomie de leurs connaissances approfondies en géométrie. Et ça, c'est une situation unique. Ce sont les Grecs qui sont les inventeurs de la mesure grâce à leurs calculs, grâce à la géométrie dont ils étaient les maîtres, et ce sont eux qui ont inventé en quelque sorte l'univers tel qu'on le connaissait après. Les successeurs d'Aristote vont pour la plupart reprendre ses conceptions concernant le géocentrisme et l'immobilité de la Terre, mais toutefois avec quelques exceptions notables. Ainsi, Héraclite du Pont, qui a vécu de 388 à 310, donc qui a connu l'héritage hellénistique, et Aristarque de Samos, qui a vécu de 310 à 230, qui adhère à une théorie héliocentrique. Et notamment Aristarque de Samos, qui a procédé à des calculs assez fantastiques pour essayer pour mesurer la distance de la Terre à la Lune et pour mesurer la distance de la Terre au Soleil. Il s'est trompé à cause des problèmes visuels souvent, mais il était dans la réalité et ses calculs géométriques sont prodigieux. Alors, après, l'un des astronomes qui leur a succédé et qui est très connu, c'est Hipparque, de 190 à 120 avant notre ère. C'était un mathématicien et un astronome qui a établi le premier catalogue d'étoiles, qui prévoyant les éclipses avec des tables de la Lune. Il a calculé l'obliquité de l'axe terrestre et puis d'autres données de fond qui caractérisent la situation de la Terre. Il a
cherché à expliquer pourquoi les saisons sont inégales, notamment à partir de la géométrie. Le successeur le plus connu d'Aristote, d'Aristarque de Samos et des Grecs est Ptolémée. Alors Ptolémée a vécu au début de l'ère chrétienne, entre 100 et 168 de notre ère. C'est un mathématicien et le plus grand astronome de l'Antiquité pour beaucoup. Comme bon nombre de ses prédécesseurs, sur les travaux duquel il s'appuie largement, son objectif est de faire coïncider la théorie et les observations astronomiques, notamment celles concernant le mouvement des planètes, qui sont sujettes souvent à des divagations. Le principe de tous les astronomes de cette époque, c'est que les planètes ont un mouvement circulaire uniforme. Circulaire, c'est-à-dire tous les astres suivent des cercles, soit des compositions de cercles, soit des interférences entre cercles. Donc, cela a donné lieu à des prodiges d'ingéniosité de la part des astronomes. Je vais peut-être faire une petite démonstration. Alors, comme ce qu'on voit ne correspond pas du tout à leur calcul, ils vont inventer des systèmes très compliqués. Donc, on a la Terre et le Soleil qui tourne autour sur un cercle. Mais pour expliquer le mouvement des planètes, ils sont obligés, notamment le fait, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que tout d'un coup les planètes se mettent à aller à l'envers. Alors ils imaginent que les planètes ne tournent pas directement autour de la Terre, mais qu'elles sont sur des petits cercles, vous voyez, et que ces petits cercles qui se déplacent sur l'orbite. Et donc la planète, elle, tourne sur le petit cercle. Donc ce qui fait que ça donne des mouvements comme ça. Enfin, ce qui fait que ça explique que des fois elles vont dans le même sens que dans le sens où elles devraient aller, et puis quelquefois elles sont sur l'autre côté du cercle, donc elles vont à l'envers. C'est ainsi donc que les astronomes de l'Antiquité, à défaut d'instruments d'observation puissants, expliquent effectivement ce qu'il peut y avoir comme mouvement rétrograde et divagation de la part des planètes, et c'est toujours vu à l'œil nu. Alors, l'œuvre astronomique de Ptolémée, car il fut aussi astrologue et un géographe très réputé, qui a calculé des distances entre méridiens, l'œuvre astronomique de Ptolémée est consignée dans un énorme traité de 13 livres qui s'appelle l'Almageste et qui sera lu et relu pendant tout le Moyen-Âge. Ah oui, excusez-moi de ne pas parler dans le micro. Donc, Ptolémée a écrit le premier traité mathématique systématique qui réunissait les résultats essentiels de l'astronomie ancienne et donnait une explication complète, détaillée et quantitative de tous les mouvements célestes. C'est un travail prodigieux. Et l'Almageste servira pendant 15 siècles à l'établissement du calendrier, à la prévision des éclipses, à la description des mouvements planétaires, en respectant les principes énoncés par Aristote. Mais sa théorie coïncida, malgré sa puissance, de moins en moins au fil du temps, avec les observations. Et donc, on aborde le Moyen-Âge. Donc, après Ptolémée, comme la théorie ne colle toujours pas avec les observations. Hein.
Pas tout à fait. Donc après Ptolémée, ses successeurs s'efforcent d'y arriver. Et alors pour y arriver, ils multiplient, ils rajoutent du cercle un peu partout. Bon, ça devient extrêmement compliqué, mais ils ne changent rien de fondamental. Mais là-dessus, donc au 5e siècle, l'Empire d'Occident s'effondre. Et vous savez, les bibliothèques disparaissent, de très nombreux ouvrages sont perdus, le savoir des anciens Grecs est oublié. Dans le même temps, l'Église catholique a entrepris de répandre le christianisme en Europe. Or, l'Église débutante n'est pas du tout favorable au savoir païen, donc au savoir des anciens Grecs. Alors, donc, je vais vous parler brièvement de saint Augustin. Donc, saint Augustin a vécu de 354 à 430. Et c'est un érudit, saint Augustin, donc il a parfaitement étudié la science grecque. Mais il a une attitude très négative à son encontre. Et dans son manuel à l'usage des chrétiens qu'il a écrit, il explique qu'il ne faut pas craindre l'ignorance sur les choses de la nature, les éclipses, la forme du ciel, la nature des animaux, tout ça. En fait, la seule chose importante, c'est que Dieu a créé tout ça. Et c'est pas vraiment la peine de savoir des détails sur tout le reste. Bon, voilà. Alors, donc les autorités ecclésiastiques vont quand même inventer une nouvelle cosmologie qui va être tirée de la Bible. Alors, ça donne des résultats assez amusants. Donc, au IVe siècle, on a un évêque qui explique que le ciel n'est pas une sphère, mais une tente ou un tabernacle. Alors, d'où il sort ça? C'est d'Isaïe, le prophète, qui a écrit que Dieu, c'est lui qui déroule les cieux comme une tenture et qui les déploie comme un pavillon pour sa résidence. Bon. Une autre source d'inspiration, la Genèse, qui dit « Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et celles qui sont au-dessous, et Dieu nomma cet espace le ciel. » Donc, il y a de l'eau au-dessus, au-dessous, et puis au milieu, c'est l'espace. On a aussi, au milieu du VIe siècle, un moine d'Alexandrie qui pense que l'univers a la forme du tabernacle que Dieu ordonna de construire à Moïse. Donc il a un fond plat et des côtés perpendiculaires. La Terre est une surface plane qui repose sur le fond plat de l'univers. Voilà, donc c'est assez... Bon, alors néanmoins, ça n'est jamais devenu la théorie officielle revendiquée de l'Église. Et donc dans les ouvrages érudits, ce que disaient les anciens Grecs subsiste, mais c'est pour ce que je vous dis, c'est pour illustrer la décadence de la science profane, qui vraiment maintenant, c'est la Bible qui fait foi. Alors, si l'extrême Occident est en déclin, au Moyen-Orient, le nouvel empire arabe est lui florissant. Et l'islam connaît son âge d'or. Bagdad et Damas deviennent de grands centres scientifiques. Et les recherches astronomiques y sont encouragées par le califat pour des raisons qu'on comprend, des raisons religieuses, puisque faut savoir où est la Mecque, donc il faut savoir où est l'Est. Pour les prières quotidiennes, c'est très aussi le début du Ramadan. Bon, donc tout ça est très calibré et donc ces contraintes sociales stimulent le travail des astronomes. Donc eux ressortent les textes grecs et c'est au 8e siècle
à la faveur de leurs propres observations, les corrigent quelquefois, et donc établissent, bon, par exemple, des nouveaux catalogues d'étoiles. Donc en fait, ils vont faire repasser à l'Occident le savoir qu'on a oublié, le savoir des Grecs qu'on a oublié. Alors par contre, s'ils reprennent Ptolémée et le corrigent, ils le corrigent tout à fait dans l'esprit qui était celui des anciens Grecs, donc aucune conception nouvelle n'apparaît. Alors, donc, ils vont être des passeurs, et c'est au XIIe siècle que les Européens vont redécouvrir eux-mêmes, grâce notamment aux savants arabes, les textes anciens. Alors, il faut dire qu'on est au XIIIe siècle, et là, la plupart de l'Europe est convertie au catholicisme, hein. Le paganisme n'existe pratiquement plus. Et donc, l'autorité de l'Église est devenue totale, et ils n'ont plus à craindre, comme au temps de saint Augustin, la science païenne et profane. Donc, en fait, l'Église va pouvoir absorber les connaissances des anciens Grecs. Alors, on a encore une bataille d'arrière-garde au début du XIIIe siècle, où deux conciles interdisent l'enseignement de la physique et de la métaphysique d'Aristote, mais la théologie va bientôt intégrer les concepts anciens d'une terre centrale et immobile au centre d'un univers qui tourne. Et c'est Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, hein, un dominicain, qui va être l'artisan de ce renouveau. Donc il va écrire lui aussi, comme Ptolémée, une œuvre gigantesque, une somme, hein, en 12 volumes. Alors, en nettoyant un peu quand même ce que disaient les Grecs, parce qu'il y a quand même des choses qui sont totalement inacceptables. Par exemple, quand Aristote explique que le vide n'existe pas, ça limiterait le pouvoir de Dieu, donc c'est pas possible d'accepter une chose pareille. Et de même, l'idée que l'univers a toujours existé n'est pas possible non plus, parce qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, donc finalement, comme il ne veut pas dire qu'ils ont écrit des bêtises, en fait, on a une interprétation de la Bible comme métaphore. Alors, Thomas d'Aquin nous explique que, bon, l'histoire, là, il y a les eaux en l'air, des eaux en bas, et puis l'espace au milieu. Il va expliquer que, bon, bah, Moïse, il s'adressait à des gens qui ne connaissaient pas grand-chose, hein, et que, par faiblesse pour ce qu'ils pouvaient comprendre, en fait, il ne leur raconte que des choses qu'ils peuvent comprendre. Donc, alors, il y a Thomas d'Aquin a des émules, et c'est à travers plein d'ouvrages semblables que finalement les savoirs anciens sont intégrés à la théologie chrétienne. Alors, il y a quand même des gens qui lisent ça avec quand même un peu de suspicion. Alors, des savants, hein, donc je parle des scolastiques qui vivaient à l'époque de Thomas d'Aquin. Par exemple, bon, on a Jean Buridan, alors je ne sais pas si c'est l'âme de Buridan, la donc ça doit être lui. Alors lui, il a intégré, et il pense qu'il existe une... Alors Aristote pensait que le repos perdure, mais que le mouvement ne peut pas demeurer. Et lui, donc Buridan, là, il explique qu'il existe des forces motrices qui perdurent. Ça, c'est la cosmologie au temps de Dante. Alors, je vais vous commenter. Donc,
milieu, on a la terre et l'eau. Hein. Et comme vous le savez, Lucifer, un beau jour, il est tombé du ciel et il s'est enfoncé dans la terre. Donc là, vous voyez le triangle, là, c'est Lucifer qui fait un grand trou dans la terre et ça crée les enfers. Alors, c'est tous les siècles que Dante a parcouru, là. Hein. Et au-dessus de la zone terrestre, il y a le paradis terrestre et purgatoire qui se niche quelque part. Hein. Alors ensuite, on reprend les coquilles d'Aristote, hein, c'est-à-dire tous les cercles qui entourent la Terre, donc le cercle de la Lune, le cercle de Mercure, etc., les autres planètes. Et alors, jusqu'au ciel des étoiles fixes dont on a parlé. Et alors, c'est là que c'est amusant, parce que vous voyez une sphère blanche, là au-dessus, c'est la 9e sphère, et c'est le domaine des anges. Et en fait, donc pour la théologie de cette époque, ce sont les anges qui font tourner les autres sphères. Et donc, Jean Buridan, par exemple, il trouve que c'est quand même un peu bizarre cette histoire d'anges là qui font tourner les sphères. Et donc, en fait, lui, il pense qu'il y a une force motrice créée par Dieu. C'est elle qui fait tourner les sphères. Elle perdure. La longue période de 12 siècles, qui en Occident va de l'Antiquité tardive au début de la Renaissance, correspond à une histoire paradoxale sur le plan de la connaissance collective. D'une part, les innovations techniques se succèdent à profusion dans tous les domaines de l'activité manufacturière, notamment à partir du Xe siècle, comme le souligne l'historien anglais Jean Gimpel dans son ouvrage sur la révolution industrielle du Moyen-Âge. D'autre part, durant le Moyen-Âge, il n'y eut presque aucun développement de l'astronomie planétaire. L'historien Thomas Kuhn, que l'on a évoqué avant, dans la révolution copernicienne, insiste sur la vacuité de la réflexion conceptuelle qui opéra la recherche en astronomie et dans toutes les sciences de l'univers, sous l'emprise de la doxa aristotélicienne et des institutions de la religion chrétienne. Ces contradictions dans les domaines de la connaissance s'exacerbèrent à la fin du XVe siècle avec la découverte du continent américain, le progrès de la cartographie et de la navigation océanique dans les descriptions de la Terre et du ciel. On se guidait par rapport aux étoiles. Sur le plan artistique et scientifique, la Renaissance introduisit un ensemble de conceptions novatrices, tandis que la réforme de Luther en 1517 subvertit les croyances chrétiennes. Cette convergence de bouleversements est à l'origine de l'émergence d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire d'une autre vision de l'univers. Donc on en vient à Nicolas Copernic, qui vécut de 1473 à 1543. Nicolas Copernic, né en Pologne, hérite de la longue maturation historique de l'héritage grec. Il évalue l'état des connaissances astronomiques de son époque et produit une œuvre révolutionnaire à travers la publication, je le cite en latin, De Revolutionibus Orbium Caelestium, ce qui veut dire de la révolution des orbes célestes. Cet ouvrage a été écrit sur le modèle de l'Almageste de Ptolémée et s'adressait presque exclusivement aux petits groupes d'astronomes contemporains qui étaient versés dans Ptolémée. Alors, il lui fut assez difficile de diffuser ses thèses. Grâce au soutien des milieux éclairés de l'époque, de plus en plus convaincus de la justesse de sa démarche scientifique, il décida de divulguer ses nouvelles théories, mais en prenant la précaution de confier d'abord au pape Paul III la primauté de son ouvrage. Il en exposa ainsi
dans une préface tous les tenants et aboutissants, en insistant sur le fait que les mathématiciens de son époque étaient tellement incertains du mouvement du Soleil et des astres qu'ils divergeaient complètement dans leurs hypothèses et leurs méthodes. Par ailleurs, Thomas Kuhn, dans la Révolution copernicienne, souligne que Copernic observait une configuration céleste séparée de 13 siècles de celle de Ptolémée. Or, ça avait bougé. Les oscillations du mouvement de la Terre, notamment l'ubiquité de l'axe terrestre et la précession des équinoxes, avaient évolué de manière significative et le ciel n'était plus le même. Alors, ce constat conduit Copernic à refuser de travailler sur une réforme du calendrier que voulait réaliser le Vatican, et Copernic montre que les techniques traditionnelles de l'astronomie ptoléméenne n'ont rien résolu et qu'elles ont même produit, entre guillemets, un monstre. Donc, il continue de travailler sur une alternative à Ptolémée. Pour la première fois, un astronome compétent techniquement, ce qui était son cas, rejetait la tradition scientifique consacrée. Il cherche systématiquement des références anciennes, notamment parmi les auteurs qui ont été cités, et il élabore donc une cosmologie avec le Soleil au centre, mais dans un cadre aristotélicien. Voilà le système de Copernic qui emprunte encore aux enseignements de Ptolémée, parce que les croyances aristotéliciennes demeurent au fond des esprits. Elles ne s'en vont pas comme ça, notamment parce qu'elles ont la primauté du soutien de l'Église. Donc il rédige le livre premier de son ouvrage comme une production, un manuel pédagogique destiné aux profanes pour expliquer ses thèses. Copernic, philosophiquement, est un néo-platonicien. Dans ses esprits, il exprime sa dépendance à l'égard des concepts et des lois aristotéliciennes et scolastiques. Il emprunte aux scolastiques. Il reprend bon nombre de leurs thèses. Les planètes sont des sphères constituées par gravité. Mais c'est ainsi que Copernic érige en véritable postulat la circularité des orbites astrales. C'est toujours le cercle qui sert de modèle. Cet univers est fini. Les planètes sont enchâssées dans des cercles, dans des sphères concentriques qui les entraînent, à l'exception de la sphère extérieure des étoiles, qui demeure en repos. Copernic refuse l'hypothèse de cercle homocentrique à la Terre, comme Ptolémée et les anciens. Le cœur de son système est la centralité du Soleil. Il écrit « On admettra enfin que le Soleil lui-même occupe le centre du monde. Il interchange les rôles de la Terre et du Soleil, mais sans détruire un univers essentiellement aristotélicien. La Terre devient une planète comme les autres. Elle n'a plus de rôle central et elle est en mouvement. Copernic attribue à la Terre 3 mouvements simultanés, une rotation diurne vers l'est autour de son axe, un mouvement orbital annuel autour du Soleil sur l'écliptique et un mouvement conique annuel de l'axe, mais c'est un mouvement qui n'existe pas. Il l'invente, dont l'existence est rendue nécessaire dans son modèle par le fait que la Terre est attachée à la sphère qu'elle entraîne. Ainsi, Copernic est parvenu à résoudre le problème qui intriguait tant les astronomes depuis 5000 ans, celui des planètes qui rétrogradent. Mais il ne résout pas tout. Pour Copernic, il précise et il montre que les planètes ne rétrogradent pas. Il ne s'agit pas d'un mouvement apparent de rétrogradation qui intervient, mais c'est un mouvement réel de la Terre
qui tourne sur elle-même et qui intervient quand la Terre dépasse une planète plus lente. Alors Copernic a travaillé de ce fait sur la dimension de l'univers. Ça, c'est un vrai problème en astronomie et astrologie qu'on rencontrera ultérieurement et qu'on rencontre encore aujourd'hui, à savoir le calcul des distances. Les mesures de Copernic remettent également en question la question de la vision ancienne des dimensions de l'univers et les interrogations sur sa finitude. Elles montrent que le monde est beaucoup plus vaste qu'on le pensait, anticipant notamment Giordano Bruno. Copernic s'emploie sur la base de ses hypothèses et de ses propres mesures à réévaluer les distances sidérales communément admises jusqu'à maintenant par les astronomes, et ce faisant, les limites de l'univers et de la lointaine sphère des étoiles. En dépit de l'imprécision des observations à l'œil nu, qui est inhérente au pouvoir, qui est inhérente à la limite naturelle de résolution de l'œil humain. L'œil humain ne peut distinguer que de 5 à 10 minutes d'arc. Et en l'absence de verre grossissant, c'est une source d'approximation qui durera jusqu'à la lunette de Galilée. Alors en pratique, sur le plan pratique de l'observation quotidienne, les théories de Ptolémée et de Copernic conduisent souvent aux mêmes usages. Il n'y a pas de révolution dans la navigation. Il y a encore un siècle ou deux, on continuait de naviguer en fonction du mouvement apparent des étoiles. Copernic meurt en 1543. C'est l'époque où le De Revolutionibus est publié et c'est le début, effectivement, d'une grande période de disputes et de contestation. Le plus ancien disciple de Copernic, qui est Joachim Rheticus, qui vécut de 1514 à 1576, assura la première publication de l'ouvrage. Et ceci avant que l'opposition des profanes et du clergé ait le temps de se manifester sur une vaste échelle. Ce succès, alors ce fut un grand succès, mais ce succès n'entraîna pas l'adhésion de la thèse centrale de Copernic, et la plupart des astronomes de l'époque continuèrent de croire, la plupart des astronomes qui utilisaient les instruments, les méthodes de calcul de Copernic, continuèrent de croire en la thèse géocentrique. Alors là, on passe aux autorités religieuses. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Les condamnations s'enchaînèrent chez les chrétiens, donc pas seulement chez les catholiques, avec violence. C'est la religion qui fournit les armes les plus redoutables. On invoque les Écritures contre Copernic. Et le premier, c'est Luther, en 1539, dans un passage célèbre, qui qualifie Copernic, je cite, de fou qui souhaite renverser toute la science de l'astronomie. Mais, ajoute Luther, l'Écriture sainte nous dit que Josué commanda au soleil de s'arrêter et de non de la terre. C'est dans Josué 10-12. Le principal lieutenant de Luther, Mélenchon, se joignit à la clameur. Mélenchon. Donc, il se joignit à la clameur montante des protestants contre Copernic et suggéra que des mesures sévères soient prises pour contenir l'impiété des coperniciens. D'autres dirigeants protestants suivirent et se dressèrent contre l'astronome, notamment Calvin. Ce dernier proclama, je cite la phrase, « Qui se hasardera à placer
l'autorité de Copernic au-dessus de celle du Saint-Esprit. Alors, en 1610, l'Église catholique, en réaction aux tensions que faisait peser sur elle la réforme, parce qu'on est en pleine réforme depuis 1517, se joignit officiellement à la bataille contre le copernicianisme, accusé de pure hérésie. En 1616, le De Revolutionibus est mis à l'annexe. C'est alors que Giordano Bruno, philosophe prodigieux de la Renaissance, né en 1548, lui aussi ancien dominicain, ce penseur génial, auteur d'une 50aine d'ouvrages, adopta sans réserve la révolution copernicienne et la révolution. Il reprocha certaines choses à Copernic, mais finalement il formula une théorie qui est très proche de celle de Spinoza sur celle d'un monde fini, d'une pluralité d'univers et de la confusion entre Dieu et l'univers. Spinoza, Deus sive natura. Donc il fut condamné à mort et au bûcher. Après, Tycho Brahe est un astronome également assez prodigieux, puisque c'est le plus grand observateur à l'œil nu avant qu'apparaisse la lunette de Galilée. Et il construisit dans l'île de Venne, au Danemark, un observatoire comportant un cadran mural avec lequel il atteint à l'œil nu une précision de 1 minute, gagnant un facteur 10 sur ses prédécesseurs. Donc il fait un catalogue qui est totalement rénové. Mais Tycho Brahe refusa de se rallier à la thèse de l'héliocentrisme. La Terre reste pour lui le centre du monde. Vient ensuite Kepler, qui vécut de 1571 à 1630 et qui montre, à travers ses observations et ses calculs, que l'orbite terrestre n'est pas un cercle. Ce fut l'assistant de Tycho Brahe. Il était paradoxalement myope. Et il travaille sur des observations de Tycho Brahe qui sont d'une précision inégalée. Des observations à l'œil nu. Au cours de ce travail, qui dura 6 ans, il effectue une énorme quantité de calculs par approximation successive. Au départ, il est partisan de la circularité, comme tout le monde à cette époque. Alors pourquoi le cercle? Parce que dans un cercle, on se souvient en géométrie, on peut inscrire un triangle équilatéral. Or, le triangle équilatéral, c'est ce qui symbolise la religion catholique, puisqu'il y a Dieu, le Christ et le Saint-Esprit. Donc voilà aussi pourquoi, dans les commentaires scientifiques ou non scientifiques, il y a eu la volonté de sauver la circularité. Alors là, on voit, ici est projetée la loi des airs, l'une des 3 lois de Kepler, qui, croyant au départ aux cercles épicycles, mais qui a dû concéder effectivement que ça ne marchait pas, et s'est donné un mal extraordinaire pendant des années pour rappeler que la Terre n'est pas un cercle, mais une ellipse. Et là, on voit l'illustration de sa loi des airs qui montre que la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil occupant un des foyers de l'ellipse. Et la Terre décrit des espaces qui sont des espaces égaux et dont il a calculé progressivement les tracés. Alors il publie ses 2 premières lois
la loi des airs et puis la loi concernant, la forme de la conique qui est autour de là, c'est donc effectivement une ellipse. Il le démontre. Il le démontre donc à travers des calculs. Alors en 1612, Kepler est excommunié par l'Église luthérienne. Alors ce ne sont plus les catholiques, ce sont les luthériens. En 1617 est paru son ouvrage Épitomée astronomique, c'est-à-dire l'épitomée à l'astronomie copernicienne, mais qui sera mis à l'index en 1619 par l'Église catholique. Donc il est excommunié globalement. Hein. C'est normal puisque les œuvres de Copernic ont été mises à l'index en 1616. Hein. Donc, comme Kepler reprend la thèse du fait que le Soleil n'est pas au centre, enfin c'est autour de lui que ça tourne, c'est normal qu'il soit lui aussi mis à l'index quelque temps après. Hein. Donc ça a duré quand même assez longtemps. Après vient Galilée. Alors Galilée, c'est plusieurs révolutions qui vécut Galilée de 1564 à 1642. Galilée est un contemporain de Kepler, comme lui les partisans des théories de Copernic, mais contrairement à lui, il n'admettra jamais l'idée d'orbite elliptique, ni celle d'une attraction venant du Soleil. Ça sera Newton qui travaillera. Alors avec Galilée, c'est une autre époque qui commence. Pendant 5 millénaires, l'humanité n'a pu observer le ciel qu'à l'œil nu. La limite habituelle de la vision humaine de l'œil nu est de 5 à 10 minutes d'arc. Quand vous regardez le ciel, c'est ça. En deçà, vous ne pouvez pas voir de manière très distincte. La précision atteinte par Tycho Brahe, c'est extraordinaire, toujours à l'œil nu, c'est de 1 minute d'arc, grâce au système qu'il a construit. Et la lunette de Galilée, c'est 10 secondes d'arc. Donc je rappelle, 60 secondes d'arc dans 1 minute d'arc, et la lunette de Galilée est de 10 secondes, atteint la précision, pouvoir séparateur, de 10 secondes d'arc. Actuellement, la limite des télescopes optiques est de 1 seconde, des télescopes optiques. Mais le télescope intersidéral Gaïa atteint 1 millionième de seconde. Le télescope Gaïa qui a été placé il y a 30 ans à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc Galilée, lui, invente la lunette, grâce aussi aux excellents opticiens qui travaillaient à Amsterdam, et parmi eux, il y avait Spinoza, qui polissait des verres de manière assez complète, extraordinaire, était réputé dans toute l'Europe, Spinoza, pour polir les verres. Il invente successivement une lunette qui grossit 20 fois, et ça intéresse énormément le Doge de Venise, parce que quand on monte en haut des bâtiments de Venise, eh bien, grâce à la lunette, on peut voir si les Turcs ils avancent sur la mer. Donc, ça a un intérêt militaire. C'est le seul qui, au départ, intéressait le Doge de Venise. Hein. C'était de pouvoir l'utiliser pour des raisons qui étaient de sécurité et militaires. Et Galilée invente enfin, construit une lunette qui a un pouvoir grossissant de 30 fois. Alors en 1616, Rome interdit à Galilée d'enseigner l'héliocentrisme. Le cardinal Barberini, protecteur au départ de Galilée, devient pape. Galilée continue ses travaux, il est menacé et publie en 1632 son dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, mais à la demande du pape, sous menace d'aller sur le bûcher, hein, eh bien, il doit
il doit être neutre, et il abjure. Et l'on en arrive donc, il abjure l'héliocentrisme. Donc on en arrive au XVIIe et au XIXe siècle. Bon, alors, donc au XVIIe, entre le XVIIe et le XIXe siècle, rassurez-vous, pas de révolution conceptuelle. Mais l'astronomie se libère enfin du carcan imposé par la religion. Lorsqu'il est définitivement prouvé que la Terre tourne autour du Soleil, l'Église catholique, tout 100 ans après la condamnation de Galilée, se décide à autoriser en 1741 la publication de ses œuvres complètes. Et en 1757, tous les textes prônant l'héliocentrisme qu'on a interdits sont sortis de cette liste des ouvrages interdits. Alors, malgré cette absence de révolution conceptuelle, en fait, la compréhension des phénomènes astronomiques s'améliore rapidement pendant cette période et pour deux raisons. Bon, tout d'abord, c'est un moment où les connaissances scientifiques dans tous les domaines progressent très rapidement, en mécanique, en optique, et ça va bénéficier à l'astronomie. Par ailleurs, les techniques d'observation font également des progrès fulgurants. Donc on va voir de mieux en mieux et de plus en plus loin, et on va découvrir, alors chose absolument inimaginable, que l'univers, c'est pas le système solaire. Parce que du temps d'Aristote, du temps de Copernic, vous avez vu, on est dans la Terre, le Soleil, les planètes. À part ça, on ne sait pas. Donc là, on va s'apercevoir qu'il y a des choses au-delà du système solaire. Donc en soi, c'est une sorte de révolution. Alors le progrès des techniques d'observation, c'est que en fait, les télescopes vont remplacer les lunettes. Alors, ce n'est pas basé sur le même système, enfin, je ne vais pas vous bassiner avec ça. Bon, mais on construit des télescopes de plus en plus grands. Alors, donc, il y a des grands noms qui sont restés dans l'histoire. Christian Huygens, qui est un contemporain, un ami de Spinoza. C'est lui qui a formulé la première conception ondulatoire de la lumière et qui a mesuré sa vitesse. Mais il n'est pas seulement théoricien, mais il construit des télescopes, donc, dont il tente d'améliorer les performances. Et c'est lui qui, le premier, va voir les anneaux de Saturne. Alors, Galilée avait bien vu quelque chose, mais bon, il faut bien dire que ses lunettes grossissaient 30 fois, d'accord, mais enfin bon, on voyait quand même pas grand-chose. Et donc, il avait bien vu quelque chose du côté de Saturne, et il avait appelé ça les oreilles de Saturne. Alors, je suppose que c'était une métaphore, parce qu'il n'avait pas pensé vraiment que Saturne avait des oreilles. Bon, il découvre aussi son satellite Titan. Newton invente le télescope à miroir, et un autre grand inventeur de télescope, c'est William Herschel et sa sœur Caroline, dont je vais vous parler plus tard. À partir de la décennie 1840-1850, on a les premières photographies astronomiques du Soleil et de la Lune. Et enfin, une découverte qui va révolutionner la vision qu'on a des choses, c'est la spectroscopie. Vous avez en haut, vous avez déjà fait l'expérience sûrement en physique, Newton a découvert que la lumière blanche pouvait être décomposée. On va plus loin et on découvre que tout corps qui émet de la lumière on peut décomposer sa lumière de façon différente. Tous les corps ont une décomposition de leur lumière qui est différente. Et
en fait, c'est une espèce de code barre, hein, et les astronomes vont réussir à on va pouvoir accéder à la composition de tous les astres qui émettent de la lumière. Ça, c'est le télescope de Newton. Et je vais en arriver à Newton. Alors, Isaac Newton, hein, c'est un des grands génies scientifiques. Il a vécu entre 1642 et 1727. Il est à la fois mathématicien, puisque c'est lui qui, avec Leibniz, a inventé le calcul différentiel. Hein. C'est un théologien et un physicien. Donc, j'ai déjà évoqué ses travaux sur la lumière. Il a aussi travaillé sur la mécanique et décrit les 3 lois du mouvement. Et pour ce qui nous intéresse, surtout, il énonce les lois de la gravitation universelle qui expliquent en fait le mouvement de tous les corps célestes. Alors, je vous le rappelle, c'est que les corps s'attirent, tout corps s'attire, 2 corps s'attirent en fonction du produit de leur masse, la première masse multipliée par la deuxième, divisée par le carré de leur distance. Alors, ces théories connaissent rapidement des succès importants. On a Edmond Halley, qui prédit en 1682, il découvre la comète de Halley et il prédit, là vous voyez la comète de Halley, il prédit son retour pour l'année 1758 et ça marche. Autre vérification des lois de la gravitation, c'est Hubert-le-Verrier en 1846 qui va prévoir par le calcul l'existence de la planète Neptune qu'on n'a pas vraiment vu autrement. Alors, à partir du XVIIIe siècle, on franchit une nouvelle étape. Au milieu du XVIIIe siècle, donc on va pouvoir sortir de la Voie lactée. Hein. Galilée, avec sa lunette, s'était déjà intéressé à la Voie lactée. Hein. Il avait vu qu'il y avait un amalgame d'étoiles. Mais en 1755, le philosophe Kant, qui est aussi astronome, énonce que en fait, la Voie lactée est un système d'étoiles organisées en forme de disque et que le Soleil n'est qu'une des innombrables étoiles qu'il compose. Et dans son ouvrage « Histoire naturelle générale et théorie du ciel », il imagine qu'il existe d'autres univers-îles comparables à la Voie lactée, hein, et qui fait de leur éloignement apparaissent comme des taches dans le ciel, même pour les télescopes les plus puissants. Alors, c'est William Herschel et sa sœur. Alors, je voulais vous en parler, mais je ne vais pas avoir le temps de la sœur, là. Voilà, donc c'est William Herschel et sa sœur Caroline qui vont dessiner la première carte de la Voie lactée. Alors, ils imaginent ça comme c'est vous voyez, c'est un espèce de truc assez compact où les étoiles sont disposées un peu régulièrement. Hein. Et alors, ils pensent, alors c'est une survivance de ce qu'on pensait avant. Hein. Vous voyez, ils placent le Soleil au centre. Donc, ils pensent que le Soleil, c'est le centre en fait, du monde. Alors, je vous montre une petite photo pour comparer. Alors, en fait, maintenant, c'est comme ça qu'on voit notre galaxie. Et le Soleil, il est là. Et en fait, donc, il est très très loin du centre. Hein.
il est à quelque chose comme, enfin, non, je vais dire une connerie. 26 000 années-lumière. Bon, voilà, mais c'est pas les kilomètres. Bon, il est à la périphérie. Il est à la périphérie. Et alors, autre chose intéressante, en 1771, il y a un gars qui s'appelle Charles Messier qui établit un catalogue d'une centaine d'objets célestes qui ne semblent pas être des étoiles, mais alors on ne sait pas ce que c'est. Et tous les astronomes se mettent à se disputer pour savoir de quoi il s'agit. Hein. Et alors en fait, il s'avérera, donc on a un grand débat, une controverse chez les astronomes, ça s'appelle le débat des nébuleuses. Alors il sera tranché un peu plus tard, ça je vais vous le dire. Et alors le catalogue de Messier, il est toujours en vigueur aujourd'hui. Hein. Par exemple, la galaxie d'Andromède, c'est M31. Donc tous les objets célestes recensés par Messier s'appellent M quelque chose. Alors il y a maintenant, aujourd'hui, une numérotation plus moderne qui s'appelle MGC quelque chose. Alors bon, c'est bien plus compliqué. Hein. Donc c'est le XXe siècle. Le XXe siècle, donc là, alors tout change. On a un nouveau paradigme qui décrit une façon de voir l'univers d'une façon que l'humanité n'avait jamais imaginée. Alors, bon, d'abord, c'est tout d'abord Einstein qui énonce les lois de la relativité, Pascal en 1905 et Général en 1915. Et alors, donc en fait, ça révolutionne complètement la physique hein, et notre vision de l'univers. Les lois de Newton ne sont plus valables aux grandes vitesses. Le temps et l'espace ne sont plus des grandeurs absolues. Alors, si vous aimez la science-fiction, vous savez que dans une fusée qui bouge rapidement, le temps passe moins vite. La gravité n'est plus conçue comme une attirance entre des corps, mais comme une déformation de l'espace-temps. Alors, pour comprendre vaguement de quoi il s'agit, c'est comme si les corps massifs étaient disposés sur une espèce de toile en caoutchouc, et donc ça pèse, plus c'est gros et lourd, plus ça pèse, plus ça fait un grand trou. Et donc, les objets s'attirent, non pas parce que, bon, il y a une action distance, mais parce qu'il y a un trou qui tombe dans le trou. Bien. Alors, les théories d'Einstein sont très vite vérifiées. Hein. Très peu de temps après qu'il l'a énoncé, on vérifie, il est vérifié lors d'une éclipse, que les corps massifs attirent, dévient même la lumière. Hein. Donc, si vous avez une étoile qui est là, et ben en fait, elle est déviée par le soleil et on la voit là, en fait. Alors, poussées à son extrême, les théories d'Einstein, elles aboutissent au fait que certains corps sont si massifs que rien ne peut résister à leur attraction. Ce sont les trous noirs. Hein. Alors, les trous noirs, au début, c'est de la science-fiction, hein, on n'y croit pas vraiment. Et puis, alors, c'est là que je vais voir ça, enfin. Et puis, à partir des années 60, on va travailler sérieusement sur la question. Et en 2019, on a la première photo d'un trou noir. Alors là, il est en train d'avaler son étoile, hein, enfin une étoile qui passait par là. C'est pour ça qu'on le voit, hein. Sinon évidemment on ne le voit pas parce que même la lumière, c'est noir. Bien, alors,
la théorie d'Einstein prévoyait également que lors de phénomènes comme celui que je viens de vous montrer, le trou noir cavale son étoile, en fait, on a une émission d'ondes gravitationnelles. Donc c'est comme si la toile là, en caoutchouc, c'est comme si elle était parcourue de frémissements en d'autres termes. Et en fait, ces ondes, on les a détectées en 2016 et plusieurs fois depuis. Bien, donc voilà pour le nouveau paradigme. Alors pendant ce temps-là, les astronomes continuent à regarder, à étudier le ciel. Et donc, on va mettre un peu d'ordre dans toutes ces connaissances nouvelles qu'on a découvertes. Alors d'abord, on va s'attacher à classifier les étoiles. Bon, on s'est aperçu qu'il y en a des rouges, des blanches, des bleues. Et on va comprendre que en fait, c'est lié à la température, évidemment. Hein. Une flamme rouge, elle est moins chaude qu'une flamme bleue. On va surtout réussir à apprendre à calculer les distances. Alors, vous me direz quel intérêt ça a. Eh ben, on sait calculer la distance des étoiles proches. Je ne vais pas vous expliquer comme ça parce que c'est une prise de tête. Hein. Mais pour les étoiles lointaines, on ne sait pas. Et donc là, il y a une dame qui va découvrir que certaines étoiles, qu'on va appeler plus tard les céphéides, elles ont une lumière qui, à un maximum, décline, remonte, réatteint son maximum, redécline, et à intervalles totalement réguliers. Et elle découvre aussi que, en fait, le temps que met l'étoile pour rejoindre à son maximal, il est complètement lié à sa luminosité. Et alors, de tout ça, je ne vais pas vous expliquer tout ça non plus parce qu'il va falloir un quart d'heure, on arrive à en déduire que quand on a donc une céphéide, puisqu'elle s'appelle les céphéides, quand on a une céphéide quelque part, le fait de mesurer sa période, hein, le temps qu'elle met à aller d'un maximum à l'autre, ça permet tout simplement de mesurer sa distance. Et alors là, ça c'est fondamental, parce que ça permet de savoir si on a une étoile dans la Voie lactée ou si c'est un truc qui se balade à 300 fois plus loin dans une autre galaxie. Donc c'est extrêmement important. Alors c'est un Américain qui va utiliser cette méthode déjà pour calculer la taille de la Voie lactée. Alors il va découvrir ce que je vous ai montré tout à l'heure, que ça ne ressemble pas du tout à ce que Herschel avait cru. Et il va résoudre le fameux débat des nébuleuses dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un messier qui a découvert des tas de machins dans le ciel dont on ne sait pas ce que c'est. Donc lui, il va utiliser... alors, il faut dire que... alors après Sharpley, il y a un gars qui s'appelle Hubble et qui travaille à Pasadena en Californie. Et il a un télescope tout restant qui est très puissant. Et donc, il va se pencher sur le débat des nébuleuses. Donc, il va chercher tous les machins de Messier qu'il y a dans le ciel où il y a des céphéides, hein, parce qu'il y en a un peu partout des céphéides, et il va calculer leur distance. Et il va trouver que, en fait, la nébuleuse Andromède, galaxie d'Andromède, M31, eh ben, elle n'est pas dans la Voie lactée, c'est une galaxie. Et il l'analyse de la même façon les autres objets qu'on avait repérés, et donc il va complètement éclaircir le problème. Alors, Andromède, on sait maintenant qu'elle est à plus de 2 millions d'années-lumière. Hein. C'est les derniers chiffres. Alors, bon, vous
savez, parce qu'on en a beaucoup parlé, qu'actuellement on a des télescopes encore bien plus puissants que celui que Hubble utilisait, puisque donc le télescope Hubble qui a été lancé dans l'espace, hein, donc ça pour éliminer toutes les perturbations dues à l'atmosphère terrestre, et le télécom James Webb qui a été lancé aussi en 2021 à des très grandes distances. Alors, donc, à part savoir localiser les étoiles et voir si elles sont dans la Voie lactée ou dans une galaxie, on va aussi comprendre pourquoi les étoiles brillent. Hein, parce que avant, on voyait des machins brillants. Bon. On va comprendre qu'en fait, les étoiles sont des réacteurs nucléaires. Elles sont composées d'hydrogène au début et d'hélium très chaud. Et donc, il y a une fusion nucléaire continuelle qui dégage de l'énergie et qui donc les fait briller. Bon. Dernière chose, j'en arrive alors au grand récit. Au grand récit qu'on raconte aujourd'hui sur la formation de l'univers et sur à quoi il ressemble. Alors, déjà, en étudiant le spectre des galaxies, Hubble, toujours lui, hein, s'était aperçu que, en fait, le spectre de lumière qu'il voit, il n'est pas comme il devrait être. Il est décalé vers le rouge. Alors vous savez, c'est l'histoire de quand une voiture dépasse, elle a un son moins grave ou plus grave selon l'endroit où elle est. Alors. Et donc le fait que donc, ces galaxies apparaissent décalées vers le rouge, ça veut dire qu'elles bougent et qu'elles bougent très vite. Bon. Donc, non seulement on a un univers plein de galaxies, mais en plus, on a un univers qui s'étend. Mais alors, il s'étend comme ça. En fait, c'est comme si, je ne sais pas si on voit quelque chose, c'est comme si on avait un ballon gonflé qui gonfle de plus en plus. Hein. Donc, en fait, si les galaxies s'éloignent, c'est parce que le ballon gonfle. Bon, alors, donc l'univers est de plus en plus gros. Et s'il est plus gros maintenant, c'est qu'il était plus petit avant. Et s'il était plus petit, il était de plus en plus petit. Et donc il y a des physiciens, Georges Lemaitre, par exemple, estime que si on va loin en arrière, comme ça, au début, il était gros comme un atome. Alors, en fait, il était encore bien plus petit. Donc, j'en arrive au grand récit de la cosmologie, tel qu'on peut le dire aujourd'hui. Alors, quand on voit de plus en plus loin, avec des télescopes de plus en plus puissants, et quand on voit de plus en plus loin, ça veut dire qu'on voit des objets dont la lumière a mis plus longtemps à nous arriver. Donc, quand on voit plus loin, ça veut dire qu'on voit plus loin dans le temps. Alors aujourd'hui, on arrive à détecter des galaxies qui ont plus de 13 milliards d'années. Hein. Les dernières qu'on a vues, on pense qu'elles ont 300 millions après le Big Bang. Le Big Bang, ça serait l'origine, entre guillemets, de l'univers, de ce qu'on pense aujourd'hui, 13 milliards 7 d'années. Donc, on voit des galaxies qui auraient 400 millions, 300 millions d'années. Alors, par contre, si on veut remonter vraiment loin, en fait, nos télescopes ne servent à rien, hein, puisque bon, on remonte jusqu'à 300 millions, mais
200 000 ans, on ne sait pas. Alors, en fait, on a un recours pour ça. En fait, on sait qu'on a construit des accélérateurs de particules où on fait se collusionner à des vitesses extraordinaires et avec des énergies fantastiques, des particules qui reproduisent les conditions qui existaient à l'origine de l'univers. Bien, alors comment donc on peut dire ça? On remonte pas au temps zéro. Hein. Il est impossible de remonter au temps zéro. Donc, la création du monde reste un mystère et probablement, enfin c'est possible que le temps zéro n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a jamais eu rien. Il y a toujours eu quelque chose, on ne sait pas quoi, mais... Bon. Alors là, je vais me faire attraper par Philippe parce que... sauf que je ne trouve pas le truc, alors je ne sais pas si ça va pas marcher non plus. Donc on remonte jusqu'à... Enfin, avec les équations de la physique d'Einstein. On remonte jusqu'à un moment qui est égal, c'est là qui se fâche, à 1 puissance 43. Alors ça veut dire une fraction de seconde qui est égale à 1 sur 1 avec 43 zéros en dessous. Alors ça fait beaucoup, hein. C'est très proche de 0. Bon. Et de la même façon, la chaleur à ce moment-là est absolument... c'est des grandeurs inimaginables. La densité aussi. Bon, je vous passe. Et donc, il faut attendre entre 1 centième de seconde et 10 secondes pour que la température soit descendue à 100 milliards de degrés. Bon, c'est encore beaucoup, hein. Et c'est à ce moment-là que peuvent se constituer le noyau des atomes, la matière apparaît, protons et neutrons. 3 minutes plus tard, les protons et les neutrons sont enfermés dans des noyaux. Alors, il n'existe que deux sortes des noyaux d'atomes. Il n'en existe que 2 sortes à l'époque, l'hydrogène et l'hélium. Alors, ça dure 17 minutes. Parce que là, ça continue à se refroidir à vitesse grand V, hein, et 17 minutes plus tard, eh ben, il ne fait plus assez chaud pour que la fusion nucléaire se poursuive. Bon, alors, alors je vous passe. Hein. Donc après, alors il y a un moment, c'est un peu difficile à piger, il y a un moment intéressant, c'est 380 000 ans après le début des choses. Parce qu'à ce moment, alors, avant, on a des atomes, hein, alors avec un noyau, des électrons qui sautent sans arrêt de niveau, et à chaque fois qu'ils sautent, ils émettent un photon, particule fondamentale de la lumière. Sauf que ils sont tellement près des atomes et ils sont tellement agités que dès qu'un photon est émis quelque part, pouf, il est rattrapé immédiatement par un autre atome. Résultat, les photons, ils sont piégés. Hein. Et 380 000 ans après l'origine, l'univers s'est assez refroidi, les particules sont assez tranquillisées pour que, et sont plus éloignées, hein, puisqu'il a grossi aussi, pour que dès qu'un photon est émis, il ne soit pas rattrapé par un autre. Et donc, les photons peuvent s'échapper et on a en fait pu capter en 1965 ces deux astronomes, Penzias et Wilson.
il travaillait sur pourquoi faire un radiomètre, un truc pour mesurer les ondes radio. Et alors, ça marchait pas, leur truc. Il y avait des parasites, ils ne comprenaient pas. Et puis, ils ont fini par comprendre qu'il y avait un rayonnement. En plus, il y avait un truc, une source d'émission, mais on ne trouvait pas la source parce qu'elle avait l'air de venir de partout. Et donc, on s'est aperçu que ces parasites qu'ils entendaient, ça correspondait donc à une émission radio qui datait du moment où les photons ont pu s'échapper. Alors depuis, dans toutes les revues, ils traînent donc des photos de ce fond diffus cosmologique, comme on l'appelle. Voilà. Donc ensuite, il a fallu attendre longtemps pour que les premières étoiles s'allument. Alors les astronomes les cherchent frénétiquement. On n'a pas encore trouvé le moment de la naissance des premières générations d'étoiles. Et donc, les premières galaxies qu'on trouve en 300 millions d'années. Voilà, alors, donc c'est une belle histoire. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'on s'est aperçu que finalement, tout ça a été relativement ridicule, parce que ça n'expliquait que 5% de la masse de l'univers. Bon, ça veut dire qu'il y a 95% qu'on ne sait pas expliquer. Alors, c'est quand même très décevant. Alors, la première chose, c'est qu'on s'est aperçu, alors déjà, c'est en 1933, il y a un gars qui s'est dit, qui s'appelle, un astronome qui s'appelle Zwicky, il mesurait les vitesses à laquelle certaines galaxies tournaient, et il avait aussi mesuré leur masse. Il trouvait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, c'est que les galaxies qui sont très massues, qui restent à l'eau, elles tournent vite, et celles où il y a moins de matière, elles tournent plus lentement. Et bien, il trouvait que ça ne collait pas du tout. Alors, le problème, c'est que Zwicky, il était un peu considéré comme un rigolo pour ses collègues, donc on n'a pas tellement attaché d'importance à ce qu'il racontait. Et puis en 1978, il y a une dame qui était plus sérieuse, apparemment. Elle étudiait elle aussi la galaxie d'Andromède. Et elle a fait la même constatation, c'est que dans Andromède, les étoiles ne tournent pas à la bonne vitesse. Bon, alors, donc, deux solutions. Soit ils sont complètement trompés en calculant les vitesses et masses, et donc les lois qui expliquent la gravitation. Soit il y a une partie de la masse qu'on ne voit pas. Donc on a inventé, on s'est dit, bon, il y a une matière qu'on ne voit pas, alors comme on ne la voit pas, on va l'appeler la matière noire. Et ça représenterait quand même 25% de la masse de l'univers. Et puis, suite de la catastrophe, je vous ai dit que l'univers gonfle comme un ballon. Donc, sauf que, alors on se disait, bon, il est de plus en plus gros, il est de moins en moins dense. Donc, ça devrait ralentir à un moment où ça devrait ralentir. Et bien, manque de chance, on s'est aperçu que ça ralentissait pas du tout, mais que ça accélérait. Bon, donc là, désespoir des astronomes. Donc il s'est dit, bon, il y a de la matière qu'on ne voit pas, on l'a appelée matière noire. Bon, là, on va dire, finalement, il y a une énergie dont on ne sait absolument pas ce que c'est, qui pousse l'univers à s'accélérer plus qu'il devrait. Donc ils l'ont baptisé énergie noire. Voilà. Alors, pour l'instant, non, on est complètement dans le brouillard, et on ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà, bon. Bien, alors vous êtes peut-être déçus. Alors on ne sait pas,
on ne sait pas non plus, il y a plein d'autres choses qu'on ne sait pas. Hein. On ne sait pas si finalement on est tout seul dans. Est-ce qu'il y a un autre univers, d'autres univers, on ne sait pas. Et on ne sait pas non plus finalement ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va continuer à se grossir, hein, cet univers, ou est-ce qu'il va s'effondrer, hein, enfin diminuer jusqu'à s'effondrer. Alors, est-ce qu'il va être capable de former de nouvelles étoiles? Finalement, est-ce que toutes les étoiles ne vont pas mourir? Je vais vous déprimer, hein, parce qu'on ne sait pas, mais il est bien possible aussi que la matière meurt. Voilà. Alors, bon, bah donc toutes les générations futures ont plein de boulot. Hein.